Bonjour à tous, merci d'être fidèles à la chaîne MB Live, la chaîne de toutes les montagnes. Alors aujourd'hui, dans Mont Blanc Live, eh bien, on vous propose de descendre un petit peu dans les vallées pour profiter des torrents et autres rivières. On va naviguer sur des eaux tumultueuses mais accompagné d'un expert. Les matelots du jour pour nous accompagner, les matelots Chloé qui n'est pas allée plus loin que la piscine. Non, moi je préfère l'eau chaude. Aurélie qui a trouvé elle le spot du côté de la Savoie. Oui, je vous en dirai plus tout à l'heure. On ira en Savoie avec Aurélie et puis Claire qui revient de Megève. Voilà, j'ai quitté le kayak pour dénicher une superbe adresse. Alors, notre invité est kayakiste. Grâce à sa passion, il voyage dans le monde entier. L'Islande, la Sibérie, la Norvège, le Maroc, j'en oublie d'autres, le Népal même. On peut même parler d'explorateur à son niveau, vous allez comprendre pourquoi. Il adore les chutes et les sauts. En fait, il fait de ses voyages des films à couper le souffle. Il vient de Sassenay, près de Chalon-sur-Saône. Bonjour Stéphane Pion, vous êtes donc kayakiste. Bonjour à tous. Alors, Oui. moi j'ai découvert en préparant cette émission qu'on peut être kayakiste comme on est un freerider, c'est-à-dire qu'on peut voyager autour de la planète et pratiquer cette discipline qu'est le kayak. Voilà, tout à fait. Il y a des disciplines qui sont compétition, mais il y a une discipline qui est le kayak freeride où on va découvrir justement, grâce aux montagnes et la neige qui font, des rivières cachées au fond des vallées. Des rivières cachées. Alors, on va vite comprendre de quoi on parle. Je vous propose de voir tout de suite un extrait d'un teaser. C'est le film que vous avez réalisé justement l'an dernier, Les Eaux Blanches. C'était tourné du côté de l'Islande, c'est bien cela ? Ouais, Islande, mais c'est réalisé par Hugo Clouseau justement. Une très très belle réalisation. Allez, on regarde Les Eaux Blanches. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se balance dans des chutes? Pourquoi on descend des rivières? Petite drogue un peu ça. Pourquoi on fait du kayak? C'est dur à expliquer. Pourquoi? C'est quelque chose dont on a besoin quand on y a goûté. Le kayak, ça a pris quand même beaucoup de place dans ma vie. Pas simplement faire du kayak pur, mais partir. Mettre le kayak sur le toit de la voiture, les affaires dedans et aller voyager, quoi. Quand je mets la jupe, je mets 3 coups de pagaie, j'arrive au milieu de la rivière, je suis déjà tout seul. Il y a vraiment une différence. On quitte la terre, on arrive sur l'eau et on est dans un nouvel élément, on a un nouveau point de vue sur ce qui nous entoure. Ce que je me rappelle d'étant enfant, c'est à peu près quand j'ai commencé le kayak. Donc quasiment tous mes souvenirs, il y a une grosse partie du temps où je suis sur la rivière. Oh, c'est moche. Et grâce au kayak que j'ai pu voyager. C'est grâce au kayak que j'ai organisé et appris la vie sociale. C'est grâce au kayak que j'ai pu avoir un groupe d'amis. Et au final, là, maintenant que j'ai 28 ans, j'appelle ça ma petite famille, quoi. C'est ma petite famille du kayak. Les Eaux Blanches, film de Hugo Clouseau, donc tourné l'an dernier, très très beau film, donc vous êtes dans ce film, donc c'est bien ça, on peut voyager et traverser des grandes rivières. Là par exemple pour ce film, vous avez fait quelle distance en kayak? Vous avez descendu une grande rivière? On en a fait une vers la fin, oui, on a fait 3 jours d'autonomie sur une des rivières, une des plus grandes rivières. Mais alors, vous parlez d'autonomie, pas de sac à dos, c'est-à-dire que tout le matériel est dans le kayak? Ouais. On essaye de faire tout rentrer justement pour un peu devant, un peu derrière, pour qu'on puisse être au sec le soir, avoir de quoi manger et de quoi faire à manger aussi. Combien ça pèse tout ça du coup? Eh ben, un bateau, ça fait déjà 23 kilos. Donc après, on rajoute des tentes, des tarpes, des pagaies de secours. On peut vite monter entre 40 et 50 kilos. Il faut apprendre à naviguer avec tout ce poids, en fait. C'est particulier.
Ouais, parce que c'est vraiment une autre navigation. En plus, d'habitude, bon, on est beaucoup plus léger. Le but, c'est d'être léger sur l'eau, et se laisser emporter et naviguer, mais connaître aussi les courants. Et du coup, là, ça pose un peu plus et faut tirer un peu plus sur les bras. Il est beaucoup plus directeur. Donc, quand il a décidé d'aller quelque part, on a du mal à des fois le ramener. Donc, faut anticiper plus. Et après, voilà, c'est une habitude aussi. Faut pas partir trop chargé, quoi. Ouais, alors oui, il faut partir pas trop chargé, mais il y a parfois, on n'a pas le choix. C'est quand même des véritables expéditions que vous organisez, c'est un grand temps de préparation. Ouais, c'est une bonne année, ouais. Ouais, c'est Après, une année de on préparation. est vraiment plusieurs, ouais, une petite année, ouais. Bah oui, parce que déjà, d'une part, on est plusieurs, donc chacun a ses petites techniques, chacun fait ses choix, et on essaye de regrouper plus ou moins ses choix pour qu'au final, on s'entende sur la rivière, parce que quand on part longtemps, ça a une importance de bien s'entendre. Comment ça se passe? Vous allez descendre donc une rivière, il y a une espèce de repérage. Comment on fait pour estimer la hauteur des sauts? Parce que forcément on les voit pas, on est au-dessus, on voit pas forcément tout ce qui va arriver. Comment vous appréhendez le risque, le danger? Comment ça se passe? Bah, on l'appréhende pas, c'est de la lecture de rivière, c'est-à-dire qu'avec l'expérience et avec moi personnellement j'ai passé tellement de temps sur l'eau que j'arrive à lire une rivière et je sais à partir de quel moment on peut descendre en kayak sans avoir de danger, et à partir du moment que je vois qu'il risque d'avoir un danger, il y a toujours un côté sur une berge de la rivière où on peut s'arrêter. Donc là, à partir de ce moment, celui qui est en tête du groupe va dire les gars, on s'arrête ici et on va voir. Et du coup, après, on descend du kayak, on va voir à pied s'il y a un rapide, s'il y a un danger, si c'est une chute, quelle hauteur de chute, la réception, comment elle est. Est-ce qu'il y a en bas de la chute un rappel, un mouvement d'eau qui fait que ça revient et qui peut nous laisser coller à la réception? Est-ce qu'on met en place une sécurité avec des cordes? Est-ce que... D'ailleurs, par rapport à ces chutes, on voyait que c'est assez conséquent. Quand on chute, le regard, c'est regard droit devant, ou alors on se concentre vraiment sur le danger. Il n'y a pas réellement de danger, en fait, on tombe dans l'eau. C'est comme un plongeoir, quand vous plongez, vous ne regardez pas devant, vous regardez où est-ce que vous allez aller. Là, c'est à peu près la même façon. En plus de ça, c'est que nous, on a un kayak, et le kayak, ce qui est le plus important, c'est lui donner un angle pour qu'il n'arrive pas à plat. Parce que si on arrive à plat, sachant que nous, on est debout, la colonne vertébrale, elle prend direct l'impact. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de descendre la chute avec un angle un peu moins de 45 degrés, ou parfois sur certaines chutes, ce qu'on appelle torpiller. Donc là, on va descendre au plus profond pour justement pas avoir cet impact. On fait corps avec le bateau, on se couche sur l'avant du bateau, et après on remonte plus loin. Et comme ça, on passe sous l'eau et on remonte un peu plus loin. Allez, autre film, Along the River. Là, vous êtes carrément au Népal. Alors là, on parle vraiment d'aventure. C'est presque un trek en fait que vous avez fait au Népal. Ouais, c'est à peu près ça. On a fait 9 jours de marche pour atteindre la rivière. Alors après, on aurait pu le faire en 2 jours. On peut rejoindre l'embarquement en avion, tout ça. Bah, c'est pas ça, c'est que voilà, on avait assez utilisé l'avion pour aller au Népal, on avait utilisé un peu le bus. On s'était dit, quitte à faire, autant visiter ces belles montagnes. Along the River, regardez. We are walking for 7 days. It's hard. We need oxygen. I'm so tired. 5 paddlers. Confronting the Himalayan mountains to reach a river. The whole river is frozen, so we're gonna have to walk down a little bit. A river that crosses Nepal. A wild river. A river that's never been done before in its entirety. 2 months of preparation. Nothing. So there is like fucking nothing. 30 days of expedition. Quand
moment of starting, jumps up. 560 kilometers of self-supported kayaking. $4,400 meters of whitewater elevation drop. Alone in the heart of the Himalayas. Day 17. This is 8 days of paddling at the middle of nowhere. We are alone on the river. Alors on vient de le voir, Stéphane, vous avez effectué une expédition rare et exceptionnelle. Comment est-ce que vous vous sentiez au retour ? Pas des plus folichons. J'avais pas trop envie d'y retourner. Surtout moi j'avais perdu 6 ou 7 kilos, je crois. Et puis voilà, donc j'étais pas très motivé pour retourner les quelques mois après, quoi. Le titre, vous l'avez trouvé avant ou après ? Plus ou moins après, avec Hugo, et puis c'était ce que je disais, alors Alone on the River, c'est plus pour une personne, là on était un groupe, mais après, en y réfléchissant, c'était vraiment... moi je filmais, fallait un bateau surchargé, on était seul dans son kayak face à des rapides, même si on était une équipe, dans le bateau, on était seul, quoi. On se sentait seul, quoi. La mesure de Ouais, l'aventure face à l'élément, parce qu'on doit se sentir bien seul. Seul, surtout qu'en plus de ça, moi je filmais, donc comme je filmais, les autres passaient, j'étais concentré sur mes cadrages, et puis une fois qu'ils étaient passés... Faut y aller. Ah je suis tout seul. Faut y aller. J'arrive. Donc je rangeais tout, et là il y a des moments, je m'étais dit... Et où ils sont passés exactement? Moi je savais plus ou moins où étaient les passes, mais il fallait que je me concentre sur les passes, sur le film, sur ces forces. Alors Stéphane Pion, on a vu donc l'Islande, on a vu donc le Népal, et tiens, si on allait faire un tour du côté du Maroc, et oui, on peut faire du kayak au Maghreb. Regardez. It's falling down. Not many kayakers have come here to explore the rivers. So many rivers. Make your choice and go. C'est très très drôle, c'est très bien réalisé. Bon, avec tous ces voyages en kayak, combien de pays finalement traversés? Il y a encore la Sibérie, il y en a plein d'autres. On ne peut pas passer tous les films, hein. Il y en a un paquet. Ouais, il y en a pas mal. Je sais pas, les pays, j'en ai fait... déjà en Europe, j'en ai fait pas mal quand j'avais au départ ma voiture. Et puis après, j'ai pris des billets d'avion, comme tout le monde, mais je sais pas, une 20, trentaine. 20, trentaine, ouais, c'est ça. Et à chaque fois, des rivières exceptionnelles. Là, ce qu'on voit au Maroc, par exemple, voilà, faut y aller à une période très particulière. Ouais, c'était au mois de avril-mai. Vraiment, quand plus ou moins c'est la fonte, le Haut-Atlas, il y a quand même de la neige et tout. Après, là, on a eu des conditions vraiment exceptionnelles, parce qu'on a eu des grosses pluies, il fut un moment. On a même dû renoncer pendant 2 jours à faire une rivière, parce qu'il y avait trop d'eau. Alors que là-bas, on s'était dit, c'est souvent sec, ou il faut avoir de la chance. Bon, là, on était chanceux. Là, il y avait une bouillon. On voit qu'il y a une grosse part de risque. Alors, même s'il est maîtrisé, est-ce que vous avez déjà eu un gros accident, un gros pet, si je puis dire? Ouais, j'en ai eu un. Moi, j'en ai eu un perso où je me suis fait une épaule, je me suis déboîté une épaule. Sur 30 ans de kayak, c'est rien, quoi. C'est pas grand-chose. Et puis, il y a un collègue qui a failli, on l'a réanimé, mais voilà, c'est vraiment les deux choses. Après, bien sûr, il y a des risques partout, hein. On essaye de le calculer, de le minimiser, mais
Le risque est partout. Alors vous êtes surtout un sacré kayakiste, hein. Vous faites aussi du kayak freestyle. Regardons ces images que l'on peut commenter. Alors on fait des choses incroyables en kayak freestyle. Regardez bien tout ce qu'on peut faire. Là, l'idée c'est de rester sur une vague et de surfer sur cette vague, c'est ça en fait ? C'est une vague statique qui est formée par le fond de la rivière. Tout dépend si c'est des crues. Quand il y a des crues, plus il y a des crues, plus le courant va vite et ça forme des vagues. Et on peut même se retourner, faire des espèces de saltos, backflips, des sauts, flips avant, ou des loops, on appelle ça des loops. Des loops. Des loops, des back loops en arrière. Et vous avez été en équipe de France ? Oui, j'ai été en équipe de France. L'embarcation, elle est particulière là, c'est alors, un canoë. Voilà, un elle fait moins de 2 mètres. Pardon. Ouais, elle fait moins de 2 mètres, elle est très affinée vers les pointes pour qu'on puisse faire justement des roues, ça s'appelle des cartwheels en anglais, mais des roues, des sauts périlleux, des choses comme ça. Vous avez commencé par cette discipline, est-ce que c'est quelque chose qui vous sert maintenant lors de vos expéditions ? J'ai commencé par la rivière, après je suis venu au freestyle, et le freestyle m'a beaucoup aidé dans les grosses vagues pour justement m'acclimater avec le fond des trous d'eau. Parfois on se faisait brasser pas mal, mais du coup ça m'a bien servi pour la rivière. Quand on est allé en Sibérie ou n'importe sur des gros volumes d'eau, ça m'a bien servi. Ah bah tiens, brasser, tiens, allons-y. Avant de devenir un expert comme notre invité Stéphane Pion, il y a du boulot. Eh bien Chloé s'est intéressée aux plus jeunes qui se font brasser. Alors Stéphane, vous êtes un véritable aventurier, vous parcourez le monde pour pratiquer votre sport, mais souvenez-vous de vos débuts en kayak. Vous vous en souvenez ? Comment vous avez commencé ? Ouais. Plus ou moins. J'ai commencé derrière mon père. Il m'emmenait derrière lui. Tac. Alors là, ils sont derrière personne, mais je me suis rendue à un entraînement du Canoë Kayak Club d'Annecy pour voir comment ça se passe avec les plus petits. On va essayer de se retourner. Quand on est retourné, la tête dans l'eau, restez bien assis dans le kayak et comptez 3 secondes en tapant sur le kayak pour rester dans le bateau. Entre 7 et 8 ans, les enfants ils apprennent rapidement. Voilà, et c'est sous forme de jeu, donc ils s'amusent beaucoup. Et ils apprennent les bases, et ce qui va leur permettre après en fait, de pouvoir progresser plus rapidement. On doit se mettre sous le bateau. On doit respirer l'air qu'il y a sous le bateau en faisant tout le tour de la barrière. Le plus important, ça reste le jeu, hein, c'est une équipe de copains qui viennent pagayer ensemble. Et là aujourd'hui, on est en piscine pour apprendre en fait toutes les techniques de sécurité, donc se retourner, sortir du bateau sans paniquer, remonter dedans. Et puis tout doucement, en fait, ils apprennent à esquimoter, donc c'est à se retourner et à remonter en fait. À esquimoter, c'est remettre le bateau à l'endroit. Voilà. Allez, on attend Alexis qui n'est pas encore là. Alexis, laisse le bateau comme ça, viens avec nous. Ah bah c'est plus dur, c'est moins dur que les abdos. Vous allez choisir quelqu'un, c'est Timothée qui va commencer, c'est le seul garçon. En groupe, vous allez vider le kayak le plus rapidement possible et il devra retraverser le bassin dans le sens contraire avec le kayak. L'avantage de s'entraîner en piscine comme ça, c'est qu'on a une eau chaude, une eau calme, où avec des lunettes, on peut facilement se repérer. Et, c'est un groupe d'amis qui vient ensemble pour se motiver entre eux et qui s'amuse énormément. Je leur ai fait faire vider un bateau parce que c'est important de savoir bien le faire et de le savoir faire rapidement. Là, le problème avec la jeunesse qui est là, c'est qu'ils sont encore tout petits et ils ont du mal à le vider tout seuls. Donc le faire ensemble, c'est important pour eux. Un travail de groupe est important. C'est bon les filles, c'est bon. Allez-y, go. Voilà. Alors Stéphane, vous avez acquiescé quand il raconte de vider le bateau, que c'était important, ça vous rappelle des souvenirs ? Ouais, parce que moi j'ai appris à faire du kayak, mais j'ai pas appris tout de suite à esquimoter. Donc esquimoter, là, c'est ce qu'ils font, c'est la première étape, c'est la plus facile, c'est de se retourner dans l'eau. Mais après, le plus compliqué, c'est de revenir à l'endroit. Et moi, ça, j'ai appris plus tard. Donc, vider mon bateau, je l'ai fait un paquet de fois. Et mon père et ses copains sont souvenus aussi. Donc, ils m'ont dit, il va falloir commencer à apprendre à esquimoter. Allez, si on montait d'un cran, justement, une fois qu'on s'est esquimoté, eh bien, le kayak et la compétition, Aurélie a peut-être rencontré le successeur de Tony Estanguet. Aurélie. Oui, tout à fait, Sébastien. Alors moi, je me suis intéressée au b.a.-ba du kayak. Quelle est la différence entre le canoë et le kayak ? Je vous emmène pour cela sur l'Isère, à la base internationale d'eau vive de Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée de la Tarentaise. Alors, la différence entre un kayak et un canoë, le canoë, on est à genoux, on manœuvre, on va dire, avec une pagaie
à une pale. Contrairement au kayak qui est à ma droite, qui lui est légèrement différent puisqu'il se navigue avec une pagaie double, donc avec 2 pales sur chaque côté. Et là-dedans, nous sommes assis, voilà, avec les jambes légèrement écartées. C'est ce qui fait le kayak. Alors ici, on est sur le bassin international et national d'eau vive de Bourg-Saint-Maurice. La particularité de ce bassin, c'est qu'il est, on dit, semi-naturel. C'est-à-dire que les mouvements d'eau sont, eux, totalement naturels. Et ce qui fait que celui-ci est semi-naturel, c'est qu'il a été retaillé un petit peu pour pouvoir pratiquer le mieux possible en slalom. Et il est régulé par EDF sur un bassin de compensation au-dessus. C'est un beau site puisqu'autour de nous, quand on lève la tête, il y a des montagnes. C'est une activité qui est beaucoup liée à la montagne, le canoë-kayak. On subit aussi les variations d'eau avec les variations de neige. Et du coup, c'est aussi un sport qui ressemble beaucoup au ski alpin puisque c'est un beau sport de glisse. Et souvent, on retrouve des retours techniques identiques à ceux du ski alpin dans l'activité du canoë-kayak. Ici, on est sur un montage d'un parcours de type entraînement. Donc c'est pour ça que vous voyez plusieurs couleurs. Par contre, sur un bassin de type officiel avec un parcours officiel, il y a 2 couleurs prédominantes. C'est la porte rouge et les portes vertes. Les portes vertes, le kayakiste doit les descendre dans le sens du courant. Et les portes rouges, le kayakiste doit faire le tour de la porte pour pouvoir remonter la porte. Donc il la passe dans le sens remontant par rapport au sens du courant. Ce qui différencie une porte rouge d'une porte verte, c'est qu'une porte verte, on peut la placer à peu près partout sur un bassin, alors que les portes rouges, on va généralement essayer de les placer à des endroits où les kayakistes peuvent remonter, c'est-à-dire soit dans des contre-courants, ce qu'on appelle des contre-courants, c'est les zones au bord, là où le courant ralentit et cherche à remonter pour repartir dans le dénivelé, ou alors derrière des mouvements d'eau qui freinent. Sur des bassins un peu plus plats, on peut tomber sur ce genre de figure. Vous partez d'en face sur un parcours, sur un bassin, et de l'autre bassin, j'aimerais bien que vous partiez de ce contre-là. Chaque fois, ça change de contre. On est maître de son destin dans le bateau. Une fois qu'on progresse vraiment, qu'on peut aller sur l'eau vive, c'est encore mieux parce que c'est un sport d'adaptation. Et tu es tout le temps en train de t'adapter sur le mouvement d'eau qui arrive. Même si tu dis, tiens, je vais faire ça ici, tu dois t'adapter parce que le mouvement d'eau, il ne sera pas du tout comme tu l'as vu. Enfin, ça change. Et c'est vraiment un sport d'adaptation, c'est ce que j'aime bien. Mon objectif à court terme, ce serait une finale au championnat de France qui se déroule ici à Bourg. Et mon objectif à long terme, à la fin du lycée, en gros, serait de rentrer en équipe de France junior. Mais travailler un peu, penser au changement de rythme. Change de rythme entre les stops et les décalés. C'était bien ou pas ? C'était pas si mal, Mimi. Voilà, super enthousiaste Edouard, qui va donc participer au championnat de France à Bourg-Saint-Maurice qui auront lieu fin juillet. Alors Stéphane, est-ce que vous avez fait du slalom en kayak ? Très peu, quand je devais avoir 10 ou 12 ans, j'ai dû faire un peu de slalom, mais pas beaucoup. Vous avez vraiment été formé par votre père, initié par votre père. Ouais, c'est ça, et lui partait déjà plus ou moins à aller faire des rivières un peu plus en Europe que dans le monde, il n'y a pas l'évolution de maintenant. Mais ouais, après j'ai continué ça, quoi, aller faire de la rivière, descendre des rivières, un peu caché, un peu perdu, et plus que de la compétition. C'est le côté explorateur qui domine chez vous. Ouais, ça doit être ça. Alors Stéphane Pion, vous êtes un explorateur, vous n'êtes pas un professionnel, pas du tout, vous avez un autre métier à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je suis pas... C'est compliqué d'être professionnel dans le kayak. Alors, votre autre métier à côté, c'est ? Et moi, je suis métallier, chaudronnier. Alors, eh bien, j'ai appris ça. Ouais. Quand l'artisanat devient tout un art, eh bien là, cette fois-ci, je me tourne du côté de Claire. Tout un art, effectivement, c'est ce qu'on va voir cette fois-ci du côté de Megève. J'imagine qu'une raclette, une viande grillée, ça vous parle. Eh bien, c'est ce que propose l'artisan ferronnier Pascal installé à Megève. Sa femme, elle, est du côté en boutique. Regardez, visite. On se trouve dans ma ferronnerie, mon atelier de ferronnerie que j'ai créé il y a un peu plus de 30 ans, en 1987. À l'origine, je faisais beaucoup de luminaires, d'où l'appellation luminaire ferronnerie d'art Goupilly Pascal. Mais en même temps, j'ai créé en 1987 l'appareil à raclette à charbon de bois, dont je suis l'inventeur, un appareil à mettre sur table. Quand on fait un appareil, c'est très spécifique. On travaille avec des matériaux qui sont 2 fois épais comme les appareils industriels. On forge des pièces qui sont montées dessus, ce n'est pas uniquement de la décoration, c'est aussi du renfort. Il n'y a pas d'étapes plus importantes les unes que les autres. Maintenant, la première à faire, c'est forger les pièces. Quand je fais de la forge, c'est toute la journée.
Je ne forge pas uniquement 2-3 appareils, j'en forge une quantité importante. Et après, la coupe, l'assemblage, définition. Et la dernière des manœuvres à faire, c'est de monter l'appareil sur une planche, opération qui va relativement vite. On a commencé bien sûr avec la restauration, beaucoup de restaurants, et souvent leurs clients, eux, lorsqu'ils ont mangé sur un de nos appareils, ils veulent le même pour emmener chez eux. L'avantage d'être à Megève, il y a aussi un brassage de population, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de gens qui passent, et si vous êtes vus, c'est toujours plus facile de se vendre que quand vous êtes caché au fin fond de la France. Alors on va aller à la boutique, qui se trouve à 500 mètres d'ici, c'est sur la même route, la route nationale, mais c'est vraiment à 3 minutes. Donc on a 3 tailles d'appareils. Ça c'est 2 grands. Là il y a un moyen. Nous avons ici l'appareil à raclette que je vous montais en pièces détachées tout à l'heure. Quand il est terminé, ben voilà. Il est comme ça. Donc avec le support fromage. C'est vraiment cette gamme-là qu'on vend le plus. Après, je fais d'autres appareils, la pierrade, la potence à flamber la viande et le réchaud à fondu. Alors ici, nous entrons dans la salle qui nous sert à expédier tout ce qui est vendu sur la boutique internet. Vous avez tous les cartons, les papiers bulles, on prépare tous nos cartons ici pour pouvoir les expédier le plus rapidement possible. Voilà quelque chose qui s'emporte facilement. Bon, ces pièces d'œuvre, un prix. En tout cas, c'est très joli. Hein. C'est soit pour la raclette, soit pour donc, faire des viandes grillées, voilà. Des brasero. Et vu le temps passé, il faut compter en moyenne 200 €. Donc c'est assez, ça peut faire un joli cadeau. Et puis surtout, il y a beaucoup de restaurateurs aussi qui ont déjà apprécié ce travail. Donc on peut en retrouver dans des restaurants en Suisse et en France. Et puis Megève, station dite UP, eh bien, il y a de l'artisanat à Megève, voilà. Preuve en est, voilà. C'est des belles pièces, Stéphane Pion ? Ouais, c'est très bien réalisé et je suis surpris du prix par rapport au travail qu'il y a derrière. C'est pas si cher que ça pour vous par rapport au... Non, c'est pas si cher. Ouais. Bah ouais, il y a toujours, il y a quand même de l'acier, du bois, il y a du travail quoi derrière et les heures de travail, c'est ce qui coûte quoi. C'est ce qui coûte. Et je tiens à préciser que Pascal travaille seul dans son atelier, donc il maîtrise vraiment de l'assemblage à la confection, tout. Il fait donc toutes ces pièces. Jusqu'à la vente effectuée par sa femme. Effectuée par sa femme. Et voilà pour cette présentation. Stéphane Pion, bon la suite. Il y a une suite pour vous maintenant, prochain voyage ? Ouais, bah là on est en train de se préparer pour partir en Amérique du Sud, au Pérou. Pérou ? Ouais. Alors pour descendre quoi ? C'est long, c'est grand ? On va descendre l'Apurimac, c'est une des sources éloignées de l'Amazone. Donc on va aller chercher ça, peut-être pas des sources, parce qu'on voulait commencer des sources, mais ça va dépendre des niveaux d'eau, jusqu'à la forêt amazonienne. Et donc le Népal n'a pas suffi, vous continuez dans l'aventure extrême. Comme quoi, jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Et vous repérez comment ? Grâce au GPS, aux cartes, à quoi ? Comment ? Vous avez ouais, bah là, alors on a deux membres de l'équipe qui ont déjà fait une partie. D'accord. Et nous, on va essayer de repartir sur des traces d'une ancienne équipe qui avait déjà fait une intégralité. Et là, on part sur 17 jours d'autonomie, pareil. Alors oui, Google, avec les moyens qu'on a maintenant, qui sont bien plus pointus, on essaye de repérer, de voir. Après, c'est tout de suite, une fois qu'on est dans le bateau et sur l'eau, c'est plus la même danse. On peut vous suivre à distance ? Oui et non. Proches, tout ça, ils n'ont pas de nouvelles pendant un mois. On va essayer de les tenir aux nouvelles. On va essayer d'avoir un GPS pour de toute façon nous localiser dans tous les cas. Mais après, de toute façon, on est au fond des vallées. Là-bas, c'est quand même des vallées qui sont très très profondes. Les GPS passent pas, donc on est toujours entre est-ce qu'on donne des nouvelles, est-ce qu'on donne pas des nouvelles, parce que si on se dit qu'on donne des nouvelles ou qu'on n'en donne pas, c'est pas bien. Et pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est tout à fait ça. Bon voyage, bon trip, bonne excursion. En tout cas, on va vous suivre et peut-être vous réaccueillir sur ce plateau de Mont Blanc Live. Merci à vous, Stéphane Pion. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à toute l'équipe. On se retrouve évidemment demain. Et puis en attendant, Mont Blanc Live, l'émission, vous nous retrouvez sur notre site internet www.montblanclive.com avec évidemment tous les replays. Ciao, ciao!